Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le ministre de l'Énergie, en tournée dans les départements de l'Atlantique et du Zou, Dona Jean-Claude Oussou, est allé constater l'évolution des travaux sur le site de construction du Centre d'information et de coordination du système d'échange de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest. Le mouvement Bénin en marche devient officiellement un parti politique. L'Assemblée générale constitutive du dit parti s'est tenue ce week-end à Cotonou. Nous parlerons aussi de cet hommage qui a été rendu à l'un des plus célèbres syndicalistes du Bénin, Pascal Todino. C'est à travers un ouvrage biographique intitulé « Pascal Todino, une vie au service du syndicalisme ». Bonsoir et bienvenue à cette édition. Je vous l'annonçais à l'instant dans les titres. Le ministre Dona Jean-Claude Oussou était dans les départements de l'Atlantique et du Zou. L'autorité en charge de l'énergie au Bénin a effectué une descente sur le site de construction du Centre d'information et de coordination du système d'échange de l'énergie de l'Afrique de l'Ouest pour constater l'évolution des travaux. Bruno Swahili, Simon Villon l'ont suivi et voici leur reportage. J'ai appris que la deuxième fois que vous venez ici, ça veut dire nettement l'intérêt que vous portez à cette institution. Difficile pour le ministre Dona Jean-Claude Oussou de rester loin de ce site, prévu pour être dans les mois à venir le lieu culte de l'énergie électrique de toute l'Afrique de l'Ouest. Le centre d'information du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain prend forme ici pour faire du Bénin la capitale de l'énergie dans la sous-région. Voilà, le niveau d'avancement, on a fait le bâtiment en deux parties. Donc la première partie, c'est la partie technique. Donc comme vous l'avez constaté, de visu, la partie technique est finie à peut-être 95%. Donc il ne reste que la salle de contrôle. Le reste, c'est la partie administrative qui est en cours à 75%. Plus de 13 milliards de travaux en cours d'exécution sur une superficie de 4 hectares où seront installés plus de 7 milliards d'équipements ultramodernes, le tout pour piloter et gérer le flux de l'énergie électrique entre 14 pays. N'oublions pas que le Bénin est la capitale du système d'énergie électrique ouest-africain. Et c'est d'ici, à Bomey-Kravi, dans quelques mois, qu'on va pouvoir gérer l'ensemble du flux électrique de toute l'Afrique de l'Ouest. De toute l'Afrique de l'Ouest. Donc le Bénin vraiment est au cœur de ce dispositif sous-régional. Et cette infrastructure majeure qui avance, nous avons le devoir de venir voir comment les choses évoluent, comment la construction se déroule, comment le planning est tenu, afin que l'ensemble d'engagements pris dans ce cadre soit une réalité au service non seulement du Bénin, mais de toute la sous-région. L'écosystème énergétique en construction ici comprend principalement la salle de contrôle et de commande, les salles des serveurs et une salle d'achat-vente, sans oublier le bloc technique regroupant les compartiments sécuritaires et de services. Ce bâtiment, il est là, mais il est connecté avec des autres bâtiments dans les autres pays, donc les pays de la CEDEAO. Donc il y a des échanges d'énergie, il y a le contrôle des flux, il y a, disons, le comptage de l'énergie, donc il y a des transactions qui vont se faire et la sécurité du réseau. En général, si je dois me résumer, ce sont les points focaux que nous attendons de ce système-là. L'empire énergétique en construction est passé en revue par le ministre de l'Énergie dans les moindres détails. Il peut se frotter les mains à l'idée de ce qui s'annonce ici. C'est extraordinaire ce qui va se passer.
Et moi, je suis fier, au nom du gouvernement, que ce soit le Bénin qui soit au cœur de cette révolution énergétique en Afrique. Vous avez vu, le consultant, il a dit que c'est la première fois qu'on va avoir ce type de marché en Afrique. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donald Jean-Claude Oussou quitte le chantier du futur pôle de l'énergie avec l'impatience d'y retourner très vite pour de meilleures surprises. Mais en attendant, West African Power Pool s'en charge. Une escale à Glazoué avec l'AFD, l'Agence française de développement, à travers le projet d'appui au développement agricole qui a financé la construction d'un abattoir dans cette localité. Eh bien, elle a également appuyé la réalisation d'un forage au profit d'un pépiniériste dans cette commune. Kodo Sablaï pour le reportage. Admiratif de cette infrastructure, espace qui assure l'abattage des animaux dans des conditions requises d'hygiène. Cet abattoir construit à Glazoué Centre est financé par l'AFD, l'Agence française de développement, à travers le projet d'appui au développement agricole PEDAC. L'ambassadeur de France au Bénin découvre l'infrastructure. Le partenaire a plutôt à cœur l'impact que cet abattoir aura dans la vie des bénéficiaires. Donc moi j'avais envie de demander aux futurs utilisateurs, qu'est-ce que cette structure va leur apporter comme progrès dans leur activité. Réponse claire venant du contrôle des produits animaux dans la commune de Glazoué. Quand vous abattez et il n'y a pas la sécurité autour, vous mettez les vies en danger. Donc ce que vous venez de nous offrir, ça nous fait un grand plaisir pour avoir un œil de contrôle. Le conseil communal exprime sa reconnaissance. Le ministère de l'Agriculture se réjouit de la vitalité du partenariat entre le Bénin et la France. Ce projet que nous visitons aujourd'hui répond bien aux différentes aspirations du ministère, surtout en ce qu'il contribue à l'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments à travers la transformation de la viande. La sécurité alimentaire se renforce à Glazoué avec ce pépiniériste. Grâce à l'appui de l'AFD, ce forage lui a été érigé. C'était son besoin le plus pressant d'avoir de l'eau sur son site pour accroître sa production. Il produit désormais en contre-saison. À la clé, l'augmentation de sa performance. De devenir réellement pépiniériste en produisant beaucoup plus et mieux que jamais depuis seulement 2 ans. On peut espérer que la production d'anacarde, qui est une des productions dont le Bénin aujourd'hui peut être fier, va continuer à se développer quantitativement et qualitativement. Nous avons contribué à régler un tant soit peu ce problème-là en apportant de l'eau à travers les forages que nous avons réalisés. Nous avons réalisé beaucoup de forages qui donc ont permis à beaucoup de producteurs d'émerger. Émergence assurée pour ce pépiniériste et ses jeunes plants. Grâce à l'AFD et le PEDAC, la pérennité de l'anacardier est assurée à Glazoué, au-delà, dans le département des Collines. Et puis l'ambassadeur de France près la République du Bénin était l'hôte des populations de la cité des Kobourou. Le diplomate français est allé toucher du doigt les fruits de la coopération entre son pays et la ville de Parakou. Kolaole Boniface Biaou pour le compte-rendu. Majesté Ponti Dassagate 12e de Natitengu bénit l'ambassadrice de la paix pour la réussite de sa mission. Les forces vives reçoivent ensuite Mariam Chabitalata Zime. Le maire Tate Wendeyama rassure sur le statut paisible de sa commune. Mais l'extension de cette tournée au-delà des communes sensibles en période électorale se justifie. Je suis donc venu ici pour nous dire d'être vigilants. Ce n'est pas parce que Natitengu est réputé pacifique que nous ne devons pas parler aux enfants, car on ne sait jamais. Je voudrais inviter les uns les autres à parler à nos enfants, aux chefs d'établissement secondaire qui gèrent en majorité nos adolescents, aux responsables des ateliers, des groupements qui
qui gèrent les adolescents dans leurs ateliers, je voudrais nous inviter à prendre en charge le conditionnement de nos enfants, le dialogue avec eux, afin qu'ils ne soient pas la proie facile de certains. Les forces vives prennent des engagements pour la préservation du climat social paisible à Nati Tengou en période électorale. Nous promettons qu'au cours de cette période et en tout temps, nous allons faire l'effort de nous sensibiliser à travers l'organe consultatif de la jeunesse pour que véritablement, jeunes que nous sommes, nous ne puissions pas nous laisser distraire. Je compte sur les promesses des uns et des autres, des enseignants, les promesses des femmes, les promesses des jeunes. Quand toutes ces catégories promettent là, mais qu'est-ce qu'il reste encore? Nous pouvons dormir en paix. Après Nati Tengou, cap sur Djougou. Selon Sa Majesté Ketoni Koda VI, roi de Djougou, la paix est la seule richesse de notre pays. Il réitère son soutien à l'initiative. Suite à cette bénédiction, les forces vives de Djougou accueillent également l'ambassadrice de la paix. Le représentant du maire Djibril Amadou apprécie la démarche préventive des conflits électoraux. Les échanges portent une fois encore sur la préservation de la paix. Les participants comprennent leur mission au terme de la séance. Vous êtes une femme à cœur tendre, à oreille attentive, aux paroles apaisantes, à la main douce et une colombe infatigable. Dans la commune de Djougou, vous pouvez désormais compter sur nous, les femmes, pour que cette mission qui vous est assignée, que dirais-je, qui nous est confiée, soit réellement conservée. Prochaine étape de la sensibilisation sur la problématique de la paix en période électorale, les communes de Banikwara, Kandi et Gogounou, dans le département de la Libori. Vous avez dû faire le constat, l'élément sur la coopération décentralisée entre la ville d'Orléans et de Parakou, vous l'aurez dans nos prochaines éditions. Et on poursuit cette édition avec cette sensibilisation à la paix avec la Fondation Zoukifl, Salami, qui est impliquée dans cette campagne de sensibilisation pour la paix en cette période préélectorale. Voici donc le reportage qui a marqué cette activité, qui a vu la participation effective du président d'honneur de cette fondation. Que dit l'islam au sujet de la paix? Préoccupation majeure de cette rencontre, la position de l'islam sur la paix. Fidèle à sa mission depuis une dizaine d'années, Zulkifl Salami et sa fondation viennent raviver la flamme de la paix en ses imams en période électorale. C'est important qu'on ait ces échanges dans l'environnement que nous vivons aujourd'hui, l'environnement politique. Vous êtes des promoteurs, vous êtes des timoniers, vous êtes réellement les apôtres de la paix. Donc ce message, on pourrait avoir quelques échanges pour savoir surtout quelle est la pédagogie que nous allons engager pour que ce message puisse profiter à l'apaisement du climat social dans notre nation, dans notre pays que nous aimons tous. La meilleure façon d'y parvenir, c'est naturellement les livres sacrés. Il s'agit du Coran, qu'il s'agisse de la Sunna, qu'il s'agisse également des évangiles, tout ce qu'on appelle l'Injil en arabe. Le deuxième objet de notre rassemblement, c'est de discuter de ce que l'islam prescrit comme comportement. Quel est le meilleur comportement du musulman, du croyant, au sein de la société pour faire avancer la société? Et enfin, on ne peut pas parler du développement d'un pays, donc du bien-être social, sans la paix. Et d'accompagner également les pouvoirs publics pour qu'ils poursuivent l'œuvre salutaire amorcée depuis plus de 5 ans, depuis 5 ans plus tôt, plus précisément, dans notre pays, afin que cette œuvre perdure. Prôner la paix, le vivre ensemble malgré la différence, la gratitude en cette période sensible. Ces prédicateurs musulmans sont appelés à être des ambassadeurs de la paix de la fondation Zulkifl Salami, selon le message de l'islam. Le message de l'islam, c'est le message de vivre ensemble, de vivre dans la paix, sans différenciation. Car Dieu dit, la ikra fidin. La ikra fidin. Il n'y a pas de force, de contrainte en matière de religion. Et Dieu dit, lakum dinikum wa. Oui, à vous votre religion
À moi, ma religion. Donc l'islam prescrit la tolérance. La tolérance au sein de la communauté. Et vous, imam, si j'ai tenu à vous rencontrer personnellement à travers même la fondation, c'est que vous êtes réellement des véhicules privilégiés pour disséminer ce message dans vos communautés et au-delà de vos communautés. Les participants ont reçu chacun le livre sacré Al-Qur'an afin de descendre le message divin dans les cœurs. C'est une fondation qui existe, ça fait déjà presque 10 ans. Il voudrait, en ce temps sensible, que chaque imam ici présent prenne la responsabilité sur lui de faire en sorte pour que la paix puisse régner au Bénin. Car lorsqu'il y a la paix, il y a le développement et toutes les activités peuvent évoluer. Je retiens de notre entretien que c'est un homme qui se bat pour le développement du Bénin car il a la chance d'être l'un des collaborateurs de notre chef d'État. Avec la BADEA, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il voudrait que ces efforts soient couronnés de succès. Et cela ne peut être cela que dans un pays où il y a la paix. Quelle que soit la communauté, musulmane ou non, nous devons rester en harmonie et chacun à son niveau cultiver la paix pour que le pays puisse évoluer. Zulkifl Salami entend élargir les actions de sa fondation pour la paix en période électorale à tous les dirigeants musulmans et d'autres confessions religieuses dans tout le Bénin, afin que perdure le message véhiculé au quotidien par l'islam. Assalamu alaikum. Et puis, le Front d'action pour la continuité, créé il y a quelques mois, seulement désormais ces structures de base installées sur l'ensemble du territoire national, avec pour défi la mobilisation des électeurs. Celles du littoral ont lancé hier leurs activités en présence du président du Creuset, Saliman Karim. William Aguiar, Simon Vian. Debout, prêt à répondre à l'appel de la nation, la défendre et la protéger à tout prix. Le Front d'action pour la continuité est un conglomérat de mouvements politiques fait d'enseignants et de non-enseignants avec un double objectif, travailler à la paix, mais également et surtout travailler à rompre avec les faibles taux de participation aux élections connus ces dernières années au Bénin. Organisé en région pédagogique, ce front est désormais présent dans le littoral avec des militants bien engagés. Permettez-moi, monsieur le coordonnateur national, de vous dire qu'au niveau du département du littoral, le bureau départemental du Front d'action pour la continuité, à travers ses coordonnateurs, a pu installer les bureaux communaux, les bureaux des 13 arrondissements, ainsi que ceux des quartiers de ville. Je voudrais vous rassurer, monsieur le coordonnateur national, de l'entière disponibilité et de la parfaite conviction des vaillants membres FAC du littoral acquis à la cause. Acquis à la cause de la paix et de la participation massive des électeurs au scrutin du 11 avril prochain, un impératif que défend le coordonnateur national du Front. L'analyse a abouti au fait que sur 2 élections consécutives, le taux de participation a été des plus faibles. Et nous sommes dit, nous allons nous fixer comme objectif à atteindre l'amélioration du taux de participation à hauteur de 70% au moins. C'est ça notre objectif. Et nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui, depuis 6 mois, nous travaillons pour ça. Et que presque tout le monde aujourd'hui rejoint le FAC dans cet objectif. Certains appellent même à aller à 75%, d'autres même à 100%. Tant mieux. Que tu sois de tel parti ou tel autre, que tu sois de n'importe quel parti politique, que tu sois du FAC ou pas, travaille pour atteindre cet objectif. Il en est de même pour tout ce qui est lié à la paix dans notre pays. Je l'ai dit la semaine dernière, la guerre s'élimine à travers l'éducation. C'est dans le cœur qu'il faut déjà préparer la paix. Qui veut la paix, éduque les populations. Il faut éduquer. Et très tôt, il faut pouvoir déjà semer dans les cœurs des jeunes la notion de la culture de la paix. C'est donc pour l'éducation et la sensibilisation des masses qu'ils sont ici envoyés en mission. Les résultats de leur performance sont à évaluer au bout du processus.
Le cadre de concertation des jeunes de l'Atlantique invite la jeunesse du Bénin et celle de Pao en particulier à la culture de la paix durant cette période électorale. C'est à la faveur d'une rencontre qui a réuni la population de Pao autour des responsables du dit cadre. Jean-Claude James, Wenceslas Awaimon. L'heure n'est pas effectivement à la campagne électorale, mais plutôt à la préservation de la paix. C'était l'essentiel du message du président du cadre de concertation des jeunes de l'Atlantique, CCJA. La paix, c'est ce dont le Bénin a besoin aujourd'hui. À la veille de cette élection qui s'annonce pour le 11 avril prochain, il y a des remue-ménages, il y a des gens mal intentionnés qui veulent déstabiliser la République. Et c'est pour ça on s'est réunis pour dire à tous nos frères de la 5e circonscription d'aller mollo, de faire en sorte que ce pays, le Bénin, que nous avons tous, qui nous est très cher, qu'on travaille pour le développement de cette nation. Selon Philippe Rossou et les autres intervenants, la période électorale au Bénin a toujours été des moments de joie. Mais le secret est de ne pas céder à la violence. La jeunesse de Pao doit dire non. Non à la violence verbale qui se caractérise par l'expression de propos indécents ou injurieux adressés aux adversaires politiques. Non à la violence psychologique qui se caractérise par l'installation de la peur au sein des partis prenants du jeu électoral. Non à la violence physique qui porte atteinte directement aux personnes pendant l'exercice d'activités électorales. Ne tombons pas dans ce piège. Le CCJA n'a pas oublié les acteurs politiques qu'il invite au fair play afin que la victoire du 11 avril prochain soit celle de tous les Béninois. Le vénérable suprême de l'église du christianisme céleste de la paroisse Agneau de Dieu de Ouédémin, dans la commune de Glazoué, prône la paix et des élections pacifiques au Bénin. Il a initié une prière à cet effet pour dire non à la violence durant toute la période électorale. Elle était avec Théodore Gandieko, Dorcas Tito. Glazoué, c'est pour là, Sokame, c'est pour là, Bénin, c'est pour là, La paix est un comportement qui se traduit par la tolérance et l'amour du prochain. C'est le message autour duquel s'articule la prédication du jour dans cette assemblée. L'église du christianisme céleste de la paroisse Agneau de Dieu de Ouédémin, dans la commune de Glazoué, compte jouer sa partition pour une élection apaisée. Zéro violence, zéro soulèvement. Aucune goutte de sang humain versée sur terre. Nous voulons que ces élections soient une fête que nous allons célébrer ensemble. C'est surtout pour ça que nous avons organisé cette prière de paix. Une prière de paix, mais aussi de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse. Je lance un appel à toute la jeunesse, à tous les étudiants du Bénin, d'œuvrer pour la paix dans notre pays. Il faudrait que la paix règne dans notre pays. Nous voulons la paix, uniquement la paix. Nous n'avons plus d'autres pays, c'est le seul que nous avons. Et s'il y a guerre, c'est le commencement qu'on connaît. La fin, personne ne connaît. On ne va pas trouver de nourriture à manger, on va tuer des innocents en pagaille. Et c'est pour éviter ces choses que nous sommes en train d'implorer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voudrions lancer un appel à tous les jeunes de notre pays, en commençant bien sûr par mon arrondissement Ouédémin, ma commune Glazoué, et à tous les jeunes du pays pour leur demander de ne pas se laisser manipuler par des leaders, par des politiciens, par des politicards. Nous avons organisé cette messe, cette prière pour la paix, et ceci à l'intention de notre président, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Parce que comme l'a dit
le prédicateur tout à l'heure dans Romains 13, je cite, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et toute autorité qui existe a été instituée de Dieu. Et le verset 2 dit, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose aux lois que Dieu a instituées et il s'attire comme ça la malédiction sur lui. Non à la manipulation de la jeunesse, non à la violence, non à la rébellion et à la révolte. Le message est clair. L'élection présidentielle du 11 avril prochain, loin d'être une tourmente, sera une occasion de joie et de fête. Et sur le terrain maintenant, le duo Alassane Soumano Djimba et Paul Rompé du parti Force Cori pour un Bénin émergent prend contact avec les militants à la base. C'est à la faveur d'un meeting tenu à Parakou. Ils étaient accompagnés des responsables du parti, Nathalie Doris Olabi pour le compte-rendu. Le duo Alassane Soumano Djimba et Paul Rompé du parti FCBE au contact des militants à la base de Parakou. Parakou, le fief du parti, au dire des ténors. Il était normal que notre duo, composé de moi et de Rompé, que nous nous présentions dans toutes nos localités pour se faire connaître, pour prendre contact avec nos militants et surtout parler au peuple. Parakou est un point capital pour nous. Nous considérons Parakou comme notre fief. C'est également l'occasion pour rappeler la vision et les objectifs du parti. Notre objectif, c'est de valoriser la démocratie béninoise. Nous faisons la social-démocratie. Notre projet de société, c'est préparer le peuple à l'alternance en 2021. Nous voulons le changement. Que les Béninois construisent le Bénin sur la base du consensus. Nous ne sommes pas pro-violence. Nous ne voulons pas boycotter. Nous sommes un parti légal. Nous avons défendu notre parti pour qu'il ne disparaisse pas. Se succédant, femmes, jeunes, enseignants et autres militants saluent et apprécient la démarche. Convaincus et inspirés, les FCBE se disent déterminés à sauver le parti et le pays, mais dans la paix. Il faut ramener la paix dans notre pays. C'est très important. La paix. Si nous sommes des politiques, nous devons être préoccupés par la vie des hommes. Nous devons être des protecteurs. Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont morts des échauffourées de 2019. Plus jamais ça. Plus de morts. Nous devons désormais travailler pour la paix. Pour finir, le colistier du parti FCBE fait cette exhortation. Faites de la mobilisation et qu'on aille massivement voter. C'est à cette seule condition que vous allez voir si nous sommes sincères ou pas. N'ayons pas peur, allons aux urnes et je crois que la victoire sera avec nous. La troupe est ainsi galvanisée pour les préparatifs en vue de la présidentielle du 11 avril prochain. Un nouveau parti politique au Bénin, l'Assemblée générale constitutive du parti Le Bénin en marche, s'est tenue ce week-end à Cotonou. Eh bien, les délégués venus de tous les départements du pays ont participé aux travaux qui se sont achevés par une déclaration solennelle. Ghislain Boguet, Donatien Falala. Le Bénin en marche, tout nouveau parti politique porté sur les fonds baptismaux. L'Assemblée générale constitutive s'est achevée ce samedi 13 mars avec la déclaration du président du nouveau parti, le Bénin en marche. C'est donc nourri de l'espoir, devenu presque certitude, que nous y parviendrons ensemble, que je voudrais consacrer l'exercice de ce devoir citoyen collectif, qui est désormais pour nous doux plaisir, en déclarant solennellement constitué le parti Le Bénin en marche. L'ambition du Bénin en marche, participer à la vie politique nationale, influencer et peser sur les orientations et politiques au niveau national, conquérir le pouvoir d'État. Nous avons mis sur pied un creuset de cadres et d'experts qui animent les choix de la politique gouvernementale et les examinent. Ils sont répartis dans les différents comités techniques du parti. Éducation, santé, justice et droits de la personne humaine, économie et finances,
aménagement du cadre de vie, développement des infrastructures de transport, énergie, eau, production locale et industrialisation, agriculture, élevage et pêche, réforme administrative, réforme institutionnelle, développement du numérique, sécurité intérieure, insertion professionnelle et promotion de l'auto-emploi, promotion de la bonne gouvernance, autonomisation des couches vulnérables, initiative à la base et développement local, mutualisation des initiatives et microfinances, décentralisation et gouvernance locale, promotion de la citoyenneté, intégration africaine, commerce et échanges internationaux. Il existe désormais le Bénin en marche. On verra dans le futur la participation du parti à la vie politique nationale dans un système partisan réformé. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Maounion Kakpo, a poursuivi dans cette semaine son périple de reddition de comptes dans le département du Koufo avec les enseignants réunis au centre universitaire d'Aplaroué. Le ministre a présenté les grandes réalisations du programme d'action du gouvernement dans le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Blaise Adakbo. Après les départements de l'Ouémé, du Mono, de l'Atlantique et du Littoral, le ministre Maounion Kakpo est dans le Koufo. Le premier responsable de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle vient vers et devant les acteurs du sous-secteur examiner le travail fait de 2016 à 2021 par le gouvernement du président Patrice Talon. Sur 13 réformes qui sont prévues dans le programme d'action du gouvernement pour le secteur de l'éducation, 9 réformes concernent le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Je dis sur 13 réformes prévues dans le programme d'action du gouvernement, 9 concernent notre sous-secteur. Et sur ces 9-là, nous avons réalisé entièrement 8. Et il y a une seule réforme qui est en cours. Détail par détail, le patron de l'enseignement secondaire énumère les réalisations effectuées pendant le quinquennat. La réforme du système des enseignants vacataires a fait grincer des dents dans sa mise en œuvre. Son évocation durant la présentation dans cette salle en dit long. Ce système de vacations a été repensé pour permettre aux enseignants de retrouver une stabilité. J'étais sûr que vous alliez réagir de cette façon-là. J'étais sûr. Mais l'autorité ministérielle explique le bien fondé de cette réforme. Ce que le gouvernement est en train de faire en maintenant ou en initiant le système des aspirants au métier de l'enseignement, c'est progressivement de conduire toute cette masse-là pour que les agents qui y travaillent puissent devenir à terme des agents de l'État. C'est ça, en réalité, ce qui est en train de se passer. Concluant sur le sujet, Maounion Kakpo annonce. Il y a actuellement un audit qui a été réalisé sur la gestion des heures de vacation sur 3 ans. Sur 3 ans, ça va venir. Et vous allez voir, ça va venir. Comme on dit là, comme on dit, c'est en train d'être réchauffé. La plateforme EducMaster est également revenue dans les échanges. EducMaster, elle permet aujourd'hui de donner du crédit aux élèves qui sont dans nos écoles privées, dans nos écoles privées. Ça veut dire que on ne va plus considérer ces enfants comme des enfants ramassés par-ci, par-là. C'est déjà très bon. Aujourd'hui, il est complètement impossible de falsifier les bulletins, de faire passer frauduleusement les élèves d'une classe à l'autre, de faire passer des examens à des élèves qui n'ont pas le profil requis. Aujourd'hui, EducMaster nous permet de suivre un enseignant
grâce à son emploi du temps, de savoir s'il est allé au cours, s'il n'est pas allé au cours. Grâce à EducMaster, nous gérons de la façon la plus efficace les heures supplémentaires. En venant ici, j'avais préparé au moins 12 questions, mais après votre explication au sujet donc des réformes, j'ai trouvé la réponse à mes questions. Maounion Kakpo a également exposé la vision du gouvernement pour les années à venir. Il a annoncé la construction et la rénovation des lycées de référence. Une projection vidéo a permis aux enseignants, parents d'élèves, chefs d'établissement et proviseurs de découvrir ce qui se cache derrière ce projet. L'objectif est de donner un nouveau visage à la formation technique et professionnelle. Prochain périple, Bobet, dans le département du Plateau. Le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin a célébré la Journée internationale des droits de la femme. À l'occasion, les femmes méritantes du réseau ont reçu des distinctions. Fiemé Bassao. Le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin célèbre avec faste la Journée internationale de la femme. Pour cette édition 2021, les femmes membres du réseau s'intéressent à une thématique toute particulière. La question de l'éducation de nos filles s'avère importante et urgente. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mon bureau et moi avions choisi, fort de cela, parmi tant de thématiques, les unes aussi intéressantes que les autres. Les déviances sexuelles observées ça et là, relayées via les nouveaux médias, sont de nature à faire peur pour l'avenir. La présidente du réseau se réjouit toutefois de la promotion de certaines femmes fonctionnaires parlementaires à des postes aussi stratégiques qu'importants au sein de l'administration parlementaire. Ceci grâce à la vision et au leadership éclairé du président Louis Béounou Vlavonou. Vous nous avez gratifiés en promouvant 2 des femmes compétentes du réseau à de hauts postes de responsabilité de l'administration parlementaire. Monsieur le Président, nous vous remercions pour ce management éclairé dont vous faites montre à chaque fois. Du haut de cette tribune, je voudrais une fois encore saisir cette énième occasion pour vous rendre un hommage mérité dans votre combat pour l'épanouissement de la femme fonctionnaire parlementaire. Le 8 mars est tout sauf la fête. Le 8 mars est une journée de réclamation des droits. Mais il est devenu la célébration de fête des droits de la femme. Mais dans notre cas, au Bénin, je pense que loin de demander l'égalité salariale entre hommes et femmes, nous pouvons encore demander le droit à vivre. Car les femmes sont malmenées, maltraitées par les hommes encore. Une série d'activités sont aussi organisées à l'occasion de cette célébration, dont une conférence sur la responsabilité des parents face aux déviances sexuelles dans les écoles. À cela s'ajoute l'atelier de nouage de foulard et celui de maquillage, toutes choses qui concourent à valoriser la femme et qui devraient inspirer de nombreuses autres femmes de l'administration béninoise. L'un des plus célèbres syndicalistes du Bénin est honoré à travers un ouvrage biographique intitulé « Pascal Todjino, une vie au service du syndicalisme ». L'auteur de cette œuvre, c'est Sabin Loumedjino, ancien directeur de publication du quotidien du service public La Nation. Patrick Diosso pour le reportage. La période pascale est bien propice pour sortir un ouvrage sur un prénommé Pascal. Une période où on parle de pénitence, d'abstinence, d'abstention et de sacrifice. Et le sacrifice de toute une vie consacrée à la défense des intérêts de ses camarades, collègues et compatriotes a pour nom Pascal Todjino. Je voudrais simplement remercier mon épouse et mes enfants. Je dis merci à eux parce qu'ils m'ont vu souffrir sur le terrain du combat syndical. Ils ont souffert. Certains ont abandonné l'école en pleine année scolaire, humiliés en pleine classe. Cette œuvre biographique fut tel un pari pascalien lancé par l'auteur Sabin Loumedjino, écrivain journaliste,
ancien élève de Pascal Todjinou. Monsieur Todjinou Pascal fut mon professeur de mathématiques au collège Père-Pierre. J'avoue que moi j'étais un cancre en mathématiques. Et voilà que lui, il avait de l'admiration pour l'élève que j'étais. Mais comme c'était un professeur plein d'humour et d'humeur, rien que les annotations qu'on avait sur ces feuilles nous amenaient à venir au cours. Monsieur Todjinou, je n'ai pas oublié, Loubedino savait, devoir rigoureusement nul. Donc il y avait une rigueur dans la nullité de ce que je produisais. Avec plaisir, je me levais pour aller prendre ma feuille. Et quelques années après, j'ai retrouvé ce monsieur sur un autre terrain, celui de la société civile, où il se battait. Avec humour et humeur, il faisait toujours passer ses principes. Quand je l'ai observé des années durant, je l'ai rencontré et c'est ce que ça a donné. Mon ancien élève, comme c'était dans cette salle, est venu me voir pour dire: mon professeur, je voudrais écrire quelque chose sur vous. J'ai dit: mais moi je n'aime pas ce genre de choses. Il dit: non. Il a insisté. J'ai dit: mais faites ce que vous voulez. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu immortel un nom. Ce nom, on l'appelle Pascal Todjinou. Pascal Todjinou, intervenant tout à l'heure, a laissé suggérer que nous sommes son soutien. Il a légèrement glissé sur la vérité. C'est lui qui est notre soutien. C'est lui qui est le soutien de l'adolescent que nous avons été tous, de ma génération, dans ce collège au pied. C'est lui qui est le soutien de son pays, à travers les différentes postures, les différentes organisations. Une pluie de témoignages d'anciens élèves et anciens ou d'actuels syndicalistes. Dépouillement de l'ouvrage par Tanguy Agoyi, journaliste chroniqueur culturel. Mot d'encouragement du parrain de l'événement, Aristide Adjibi. Les petits plats furent mis dans les grands plats lors de ce lancement officiel. Pascal Todjinou, une vie au service du syndicalisme. Voilà l'œuvre à acquérir à tout prix et à parcourir chaque jour comme on prie. 12 jeunes démunis de Djougou ont reçu un important lot de matériel de travail dans les métiers de couture, coiffure et maçonnerie. Le projet de pied ONG financé par la Fondation Foulérou vient apporter son grain de sel dans l'insertion professionnelle des jeunes prônée par le gouvernement. Patrick Ayadi, Évariste Soman. Afin que ces équipements te remportent suffisamment de moyens pour que tu entretiennes la vie de ta famille. Ils ont désormais tout pour s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Les enfants déshérités de Djougou, nantis de leur qualification professionnelle, reçoivent du matériel de couture, de coiffure et de maçonnerie. Le duo Fondation Foulérou, ONG PIED, concrétise autrement un volet phare du PAG, l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous avons prévu des stratégies de suivi. D'abord, il y a le renforcement de leurs capacités en matière de marketing et en matière de gestion de leurs micro-entreprises. Des animateurs seront là à les accompagner pendant au moins 12 mois afin de les laisser et qu'après, ils puissent participer au paiement des taxes au niveau de la mairie pour que la commune de Djougou se développe. Dans le matériel, au niveau des couturiers, nous avons mis même des popelines, des pagnes pour qu'ils puissent déjà faire des essais et exposer ces essais dans le cadre de leur marketing. Nous avons au niveau des coiffeuses mis en place déjà des perruques qui peuvent déjà tresser et exposer pour que les gens puissent venir payer. Ces enfants vulnérables ou à risque ont été identifiés, ont été accompagnés pendant 3 ans où ils ont eu leur qualification professionnelle. Nous remercions la Fondation Foulérou de Luxembourg qui a mis les ressources à notre disposition et qui pense qu'il ne faut pas que les enfants de la Donga bougent encore. Il faut qu'ils restent chez eux et participent au développement local.
Derrière ces visages masqués des récipiendaires se dissimule le sourire d'un jour de bénédiction. On m'a tout donné, la tête, mèche, le fromage, tout. Je suis content aujourd'hui. Je vais aller ouvrir mon atelier, mais dedans commencer le travail. Aujourd'hui, mon foutu mari ne peut pas m'empêter dans les voies. Sur les 12 bénéficiaires du projet porté par le programme d'insertion professionnelle des enfants déshérités, 11 sont de sexe féminin, preuve que l'autonomisation de la femme est le cheval de bataille de PIED ONG. 34 agents des eaux, forêts et chasses passent d'un grade à un autre, ceci après avoir obtenu le diplôme professionnel et de perfectionnement niveau 1 et niveau 2 et de la décision prise en Conseil des ministres en février dernier portant nomination des agents des forces de sécurité assimilés. Le port de galon a eu lieu hier en présence du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Axel Dancy, pour le reportage. Revue de troupes d'un ministre heureux de voir ces hommes monter en compétence d'un grade à un autre. À la direction des eaux, forêts et chasses, 34 agents sont élevés au grade d'adjudant-chef et d'adjudant-chef-major. Devant vous, monsieur le ministre, se tiennent 34 agents sur les 95 concernés par le port de Nouveau Galon, à savoir 13 adjudants, 10 adjudants-chefs et 11 adjudants-chefs-majors. Ceux-ci sont en poste dans les départements de l'Ouémé-Plateau, de l'Atlantique littoral et à la direction générale ici. Tous les récipiendaires ont satisfait aux conditions exigées par la loi 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilés. Nouvel insigne, nouveau départ, ces forestiers reçoivent des conseils du patron du cadre de vie. Je voudrais vous souhaiter beaucoup de bonheur sur cette nouvelle voie. Et j'espère que vous porterez fièrement ce titre de pionnier de la nouvelle ère des eaux, forêts et chasses que j'aimerais bien vous conférer. Vous êtes 34 sur 95 ici présents. Le reste va se poursuivre. Et puis après, nous monterons dans les grades les plus élevés, dans lesquels je souhaite que demain, vous vous retrouviez aussi. Cette cérémonie de port de galon aux sous-officiers contrôleurs des eaux et forêts vient réconforter la hiérarchie qui compte sur ces hommes pour lutter contre le braconnage et protéger la faune. Et maintenant, nous allons suivre les échos du web avec Maurice Tantan, les buzz de la semaine. Journée internationale de la femme oblige, la semaine qui s'achève a été dominée par des conversations autour des droits des femmes. Sur le sujet, différents avis ont circulé sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, l'animateur radio Claudicia estime que le 8 mars n'est pas un jour à fêter, mais un engagement, un combat à mener tous ensemble pour l'égalité des droits. Avis que partage la journaliste béninoise Falilatou Titi. Toujours sur Facebook, la jeune femme a appelé la jeune féminine à recentrer le combat. D'abord, ce n'est pas une fête. Ce jour n'a pas été instauré pour revendiquer la suprématie de la femme sur l'homme. Il a été pensé pour donner aux femmes les mêmes droits que les hommes dans la société. Réclamons ce qui nous revient avec diplomatie. À cette même occasion, une ONG allemande a interrogé des jeunes filles sur l'avenir dont elles rêvent pour les droits des femmes à l'horizon 2050. Je rêve d'un monde où les filles et les femmes auront leur place, à part entière dans la société, en tant que personne. L'avenir que je rêve pour les filles et les femmes dans 10, 20, 30 ans, c'est de les voir vivre dignement en tant que personnes humaines. Cette semaine, l'annonce du décès de l'ancien Premier ministre ivoirien a également produit une onde de choc sur la toile.
La disparition d'Ahmed Bakayoko, celui qu'on surnommait Ambak, a fait réagir personnalités et simples internautes sur les réseaux sociaux dans toute l'Afrique francophone. Dans un message de condoléances publié sur sa page Facebook, le président Patrice Talon a salué la mémoire d'un travailleur acharné, un homme généreux, loyal, multicompatible et un fédérateur. Pour lui, en perdant Ambak, la Côte d'Ivoire a perdu un digne fils et l'Afrique une valeur sûre. D'autres internautes ont également salué le promoteur culturel qui était Ahmed Bakayoko. Il faut reconnaître qu'Ahmed Bakayoko a quand même fait beaucoup pour la culture ivoirienne et africaine en général. C'est pas pour rien qu'on entend son nom à longueur de journée dans les sons africains, surtout a tweeté une internaute. C'est aussi à l'homme de culture que l'humoriste d'origine nigérienne Maman a tenu à rendre hommage sur Twitter. Il aimait la culture et les artistes. Repose en paix Ahmed Bakayoko. Condoléances à toute la Côte d'Ivoire. Terminons ce tour du web sur une note de vocabulaire. Faut-il dire digital ou numérique? La commission d'enrichissement de la langue française a tranché. Le thème anglais digital sera désormais officiellement traduit en français par numérique. Pour la commission, le numérique désigne très précisément l'ensemble des disciplines scientifiques et techniques, des activités économiques et des pratiques sociétales fondées sur le traitement de données numériques. Par contre, le mot digital utilisé dans la langue française n'a pas du tout la même signification. Digital vient du latin digitalus, de digitus qui signifie tout ce qui touche au doigt. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre auguste attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rebecca Kedian, on est pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.